on va initier la première table ronde intitulée 20 ans de démocratie en santé dans les maladies rénales, et vont donc me rejoindre pour en discuter le docteur François Blot, qui est réanimateur, président du comité d'éthique de l'Institut Gustave Roussy, administrateur de Rénalou, professeur Alexandre Ertig, chef de service néphrologie à l'hôpital Foch, Sylvie Mercier, administratrice et ancienne présidente de Rénalou, et Christian Saout, président d'honneur de AIDE. Alors, pendant que Christian s'installe, ben voilà, il vous laisse restaurer, mais pas de problème, je poserai la question en dernier pour vous laisser le temps. Juste un mot pour les personnes qui sont de l'autre côté de l'écran. Alors là, il y a plein de personnes qui ont la chance d'être en présentiel dans la salle. Il y a aussi des gens qui nous suivent en visio. Merci beaucoup. Vous pouvez, je crois, contribuer à travers le chat. Magali est là pour suivre le chat et relayer les questions, les interpellations pour les différents orateurs qui sont présents. Évidemment, dans la salle, vous pouvez aussi, n'hésitez pas à interrompre pour faire part de vos points de vue, poser vos questions et interpeller les personnalités. Alors, à travers ce thème des 20 ans en démocratie en santé dans les maladies rénales, on va discuter de plusieurs sujets. On va parler évidemment d'information et de communication des patients et du public, de production de données au service du plaidoyer et de l'interpellation des décideurs, de transformation de la relation patient ou malade-médecin et de l'état des lieux du militantisme en matière de santé. Pour commencer, je me tourne vers vous, Sylvie Mercier. Vous êtes ancienne présidente de Rénalou. Rénalou, on l'a vu dans le petit clip, ça porte en son sein, dans son ADN, on pourrait dire, le devoir d'informer les patients. C'est une mission essentielle. Est-ce que vous pouvez revenir sur le travail qui a été engagé pour diffuser une information de qualité auprès des malades? Oui, bonjour à tous. Bien. Je vais peut-être me présenter un tout petit peu plus. Je suis effectivement ancienne présidente de Rénalou, mais je suis aussi une patiente de longue date, patiente, malade. Ça date de mon enfance et j'ai fait ma première dialyse à l'âge de 18 ans. Ça fait 45 ans de ça. Ensuite, j'ai été greffée. Enfin, en tout, j'ai beaucoup plus de greffes que de dialyse, ce qui fait que j'ai un état de santé à peu près correct. À l'âge auquel j'ai commencé la dialyse, il fallait que je trouve une orientation. Et donc, j'ai fait des études de médecine et que j'ai menées à leur terme. Et en fait, ce qui m'a amené très très vite à intégrer une association de malades qui, à l'époque, était la FNER, puisqu'il n'y en avait pas d'autres. Hein, c'était il y a donc 45 ans. La FNER existait depuis peu de temps. Et le combat initial de la FNER, c'était non pas d'informer les gens, enfin si quand même de les informer, mais surtout de les informer qu'il existait un traitement de l'insuffisance rénale terminale et de faire en sorte qu'ils y aient accès. Puisque dans les années 70, c'était vraiment les prémices du traitement de l'insuffisance rénale. On en mourait encore beaucoup, et c'est une période où il y avait encore un choix qui était fait par les médecins ou par des comités ad hoc pour savoir qui allait vivre ou mourir, être traité ou pas. Et celui qui a créé la FNER, c'était un monsieur qui s'appelait Régis Voll et qui, lui, a échappé à la mort parce qu'un médecin, un soir, en douce, a décidé qu'il devait avoir accès à la dialyse et il a dialysé comme ça. Moi, je suis arrivée plus tard que ça et cette question ne s'est pas posée. Par contre, la question de faire des études de médecine avec ce qui était un traitement très lourd se posait. Personne ne m'en a empêché. J'ai eu la chance de tomber sur une équipe qui, à l'époque, déjà estimait que les patients, il fallait qu'ils se prennent en charge et qu'il fallait les informer pour ce faire. En fait, c'est une toute petite anecdote que je vais raconter très très vite.
lors d'une hospitalisation, peu de temps après mes débuts en dialyse et mes débuts en études de médecine. J'étais hospitalisée avec une personne à côté de moi qui était bien plus âgée que moi et qui s'est rendu compte qu'on me donnait des résultats d'examen que je comprenais et c'était complètement indispensable pour moi. Et à elle, on ne lui disait rien. Et donc, elle a demandé mais pourquoi moi, on ne me donne pas mes résultats d'examen? J'aimerais bien les avoir. Et l'interne qui était là lui a jeté ses examens en disant les voilà, sans les lui expliquer. Et c'est moi qui, une petite étudiante en médecine débutante, lui ai expliqué ses résultats d'examen parce que moi, on m'avait dit comment les interpréter. Donc ça a été un peu le début du fait que je pensais qu'il fallait informer les gens. Plus tard, j'ai intégré la FNER, assez rapidement d'ailleurs, et puis j'ai très vite participé à sa revue. J'en suis devenue rédactrice en chef. Beaucoup d'années plus tard, j'ai rencontré Ivani, qui elle aussi est passée par la FNER et qui avait commencé son blog. En fait, il n'existait effectivement rien pour informer les gens en dehors de la revue FNER, sauf que la revue, si vous la recevez au bon moment et qu'elle parle de l'information qui vous intéresse, bah, c'est bien. Mais si c'est la revue qui est sortie un an avant, vous ne savez pas. Tandis qu'Internet permet d'avoir de l'information immédiatement au moment où on en a besoin. En fait, je crois qu'il faut quand même rendre hommage à Ivani parce que le contenu du site, en tout cas dans toutes les premières années, c'est elle qui l'a rédigé de A à Z. Parce qu'elle scrollait tous les sites de néphrologie mondiaux, en tout cas au moins ceux qui parlaient anglais et français, mais il n'y en avait pas. Donc c'est à partir de ça que cette information a été construite. Bon, petit à petit, effectivement, un groupe s'est formé autour pour aider, pour aller plus loin que simplement l'information, et ça on va probablement en parler après, pour mener tous les combats qui ont été menés depuis et qui ont été largement déjà précisés. Merci Sylvie Mercier. Alors François Blot, vous êtes réanimateur, président du comité d'éthique de l'Institut Gustave Roussy. On vient de le voir, ce travail d'information, il est extrêmement puissant, important dans ce qu'on appelle l'empowerment des patients. Quel est, vous, votre regard de médecin sur ce travail d'information d'autant plus nécessaire quand les sociétés savantes ou les autorités sanitaires ne le réalisent pas forcément? Alors moi, bonjour à tous, ce qui me frappe beaucoup chez Renalou, c'est effectivement, il y a ce travail d'information, de divulgation pour le grand public de ce qui est publié dans les revues scientifiques, ce qui est publié par les agences type biomédecine, autorité de santé, etc. Il y a le travail qui est fait, on en a parlé tout à l'heure avec les cafés d'honneur qui cherchent à faire circuler cette information, à la faire circuler dans les deux sens. Moi, une des choses qui me frappe beaucoup avec Renalou, c'est peut-être de façon plus générale, mais c'est la façon dont l'association se charge de révéler, comme au sens photographique, révéler les représentations que peuvent avoir, que ce soit les personnes malades d'un côté, que ce soit les professionnels de santé de l'autre. Je prends juste l'exemple de la publication par Christian Baudelot et Ivani d'un article sur les inégalités d'accès aux soins, les inégalités sociales et autres publiés dans... Pardon ? Et Sylvie, pardon Sylvie, excuse-moi, voilà. Honte sur moi. Dans une revue qui s'appelait Population, ça a déclenché des crispations absolument énormes, notamment du côté des professionnels de santé. Et ça, je pense que c'est très très révélateur du fait qu'à partir du moment où on met les pieds dans le plat, ou à partir du moment où on éclaire des sujets compliqués comme ceux de la santé, on ne s'adresse pas uniquement au cerveau des gens et uniquement à l'evidence-based medicine ou à des choses fondées sur les preuves, mais on s'adresse également à des aspects subjectifs, aux représentations, à des vécus intimes.
et la violence des réactions ou des échanges qu'il peut y avoir autour des plaidoyers de Renalou sont, à mon avis, tout à fait vitaux, parce que c'est un peu comme dans la tectonique des plaques. Au moment où les plaques se rencontrent, forcément il y a des volcans, ça brûle un peu, enfin, ça pique à certains moments, et in fine, il en est quelque chose, il en ressort quelque chose après une phase de turbulence. Et je pense que le travail de Renalou va bien au-delà du devoir d'information et de circularité des connaissances. Ça va dans l'interrogation de l'intime, du subjectif, de l'émotion, des biais cognitifs, non seulement des patients, mais de ceux qui ne se doutent pas être sujets à ça, qui sont les professionnels de santé. Donc je pense que et moi j'ai pas retrouvé ça beaucoup dans d'autres associations par rapport à celle où je travaille. Merci. Alors, vous parlez de tectonique des plaques, et donc on voit que à travers l'information, la communication, la représentation de la maladie, il y a aussi un travail de combativité, de militantisme, un travail qui vise à mettre en visibilité une maladie. Alors, ma question s'adresse à vous, Christian Saout, avec votre expérience de militant contre le VIH. Dans quelle mesure ce travail de visibilité vous semble être un principe essentiel de la démocratie en santé? Moi, c'est ce qui me rapproche le plus dans mon histoire de la lutte contre le sida avec Renalou, c'est ce côté protestataire. Alors, on a dit tout à l'heure dans des vidéos ou dans certains mots que c'est pas toujours confortable. Oui, ça gratte un peu, oui, et alors on a un peu de vernis qui est abîmé, c'est pas non plus un drame. Et je crois qu'en même temps, si on n'est pas indigné par ce qui se passe, si on n'est pas indigné par les chiffres, somme toute assez objectifs, qui sont dans les enquêtes, celles parues dans la revue de l'INED ou dans d'autres processus de documentation que met en œuvre Renalou, ça sert non plus pas à grand-chose, quoi. Je pense que ce qui fait l'engagement, ce qui fait la force d'une démocratie, c'est de pouvoir échanger à partir de positions qui ne sont pas les mêmes. Et il en va tout autant du point de vue de la santé. Il y a des choses qui sont inadmissibles. Les inégalités d'accès aux soins, je pense que ça fait partie des choses d'autant plus inadmissibles que nous sommes dans une république qui a mis l'égalité dans ses valeurs cardinales. Donc moi, je continue à trouver que l'aventure de Renalou, pour ça, elle est marquante. Elle est marquante dans le paysage associatif aujourd'hui, où, pour dire de manière un peu rock'n'roll, j'entends plus beaucoup le son de la guitare. Donc, je trouve, voilà, ça, c'est la marque d'un courage. Et alors, évidemment, ça apporte les ennuis, voire les emmerdements du courage, dont certains dans cette salle sont bien placés pour connaître le lot, parfois, d'énervement que ça apporte quand on se met à dire des choses qui sont, au fond, pas très, très conformes. Il y a eu une rafale de bouquins et d'articles ces dernières années sur l'éloge de la nuance. Ouais, c'est toujours sympa, mais la nuance, c'est la fin du processus démocratique. C'est la fin de l'échange entre les tensions. On a fini par se dire ce qu'on avait à se dire, et on aboutit à une position où on reconnaît les aspects des uns et des autres. Donc je pense que cette compétence-là, de mettre sur l'agenda des choses qui grattent, voilà, ça fait partie des choses qui, moi, me lient à l'aventure de Renalou aujourd'hui, parce que je pense que c'est cette chose-là qu'ils apportent. Et dans le métier qui est le mien aujourd'hui, je suis assez bien placé pour savoir que les éponges arrivent dans l'institution où je travaille plus du côté vert qui gratte que du côté jaune qui permet d'éponger. Alors, on voit que Renalou met à l'agenda des choses qui grattent, comme vous dites, mais pas n'importe comment, aussi avec des données médicales, scientifiques, précises sur la santé ou la qualité de vie des malades. Je crois que c'est quelque chose qui vous a particulièrement interpellé, Alexandre Hertig. Oui, alors bon, d'abord bonjour et puis merci beaucoup de l'invitation. Je suis très honoré d'être là, un peu intimidé aussi parce que je ne savais pas ce qui m'attendait et c'est impressionnant. Oui, en effet, alors moi j'ai travaillé avec, je dirais Renalou, mais en effet il vaudrait mieux citer des prénoms, hein, Ivani, Christian, Clotilde, enfin je ne peux pas citer tout le monde, mais depuis plusieurs années sur différents
sujets, le sujet de la formation des médecins, le sujet du soin aux patients, le sujet des discordances dans les informations qui étaient entendues par les patients. Et je dois dire que j'ai toujours été frappé du professionnalisme de cette association. J'ai même été associé à des discussions avec les pouvoirs politiques et j'avoue que j'ai vu des gens avoir beaucoup travaillé des sujets même économiques sur l'intérêt de greffer tout le monde, parce que évidemment il y a un intérêt pour le patient, pour sa qualité de vie, il y a un intérêt on va dire médical pour prévenir des complications en particulier cardiovasculaires, mais il y a aussi, je ne sais pas si c'est souvent dit, mais un intérêt pour l'État à greffer un maximum de gens parce que le coût de la dialyse est très fort. Et j'ai pu assister à une réunion vraiment technique où j'étais du coup un vrai imposteur, hein, ça s'est pas vu je pense parce que je me suis tu, mais j'ai vu des gens de l'association vraiment s'emparer de sujets qui n'étaient pas tous ceux qu'un patient traite d'habitude. Après, à côté de ce professionnalisme, ce que j'aime beaucoup, moi, mais chacun a sa personnalité, c'est ce que vous avez dit, François Blot, c'est parce que c'est pas très habituel bah voilà, à Rénalou, les gens mettent les pieds dans le plat. C'est exactement ça. Donc forcément, ça éclabousse un petit peu, ça crée beaucoup de tensions sur des sujets. La santé qui quand même, c'est pas des sujets de mathématiques, quoi, hein, c'est des sujets de soins. Donc il y a beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup d'imprévus aussi, hein, parce qu'avec le Covid, il y a eu vraiment une espèce de secousse énorme avec énormément d'incertitudes. Des patients, des médecins, ou tout le monde, hein, qui entendait à la télévision des choses très contradictoires, qui je pense a beaucoup gêné disons le soin. Et le fait de mettre les pieds dans le plat sur des sujets où tout le monde doit être humble, hein, bah, les soignants comme les patients, parce qu'il faut accepter qu'on ne connaît pas tout, on a vu l'importance, et on le voit tous les jours, hein, surtout je pense pour les militants de Rénalou, du facteur humain. Alors, côté soignant, puisque bon, certains ici sont du côté des soignants, ce qu'on perçoit, et c'est tout à fait normal de la part d'un malade, c'est beaucoup d'anxiété qui peut se communiquer sous la forme d'un sentiment d'urgence et donc d'une pugnacité, avec laquelle nous, on n'a pas toujours l'habitude. Puis côté soignant, je pense vraiment qu'il y a le facteur humain est souvent de l'ordre de la susceptibilité, hein, de certains, qui est probablement assez proportionnel à l'ego, et qui s'observe chez des soignants qui sont de bonne volonté, hein. Je pense que, bon, j'ai pas vu beaucoup de médecins méchants dans ma vie, mais qui, pour certains, ont été élevés avec voilà, la notion que le médecin était surpuissant, décidait de tout, de la vie, de la mort, etc. Et je pense que ça va changer avec les générations. Moi, je vois les jeunes internes sont beaucoup plus modestes que nous, en tout cas moins susceptibles, on va dire. Et donc, je suis finalement quand même assez confiant que les combats qui sont menés dans ces associations, qui sont probablement très durs au quotidien, hein, parce que je pense que c'est difficile, les combats non seulement sont utiles, mais ils sont aussi efficaces et ils vont vraisemblablement être de plus en plus efficaces. Mais voilà, pour répondre à votre question, et sans démagogie, hein, parce que si je suis là, c'est que je suis de votre côté, quoi. Mais c'est que vraiment ce qui m'a beaucoup frappé tout au long de mon petit parcours avec Rénalou, c'est le professionnalisme. Alors, oui, je vous laisse rebondir, mais justement, sur cette question du professionnalisme, je voulais justement m'adresser à vous. Est-ce que vous pourriez aussi revenir sur un acte fondateur quand même de l'association, ces états généraux du Rhin. Allez-y. Juste avant, je voulais rebondir, parce que ça m'intéresse, ce que vient de dire Alexander T. C'est que il y a vraiment une grande spécificité en néphrologie, et particulièrement pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale terminale, c'est que si vous n'êtes pas soigné,
vous mourrez. C'est une maladie mortelle, l'insuffisance rénale, ce que beaucoup de gens n'ont pas forcément en tête. Il y a la dialyse, il y a la greffe. Sauf que si on n'est pas soigné, on meurt. Et ce qui veut dire que lorsque vous arrivez, enfin bon, tant que vous n'êtes pas au stade terminal, ça va, vous êtes un patient un peu comme les autres. Par contre, quand vous êtes au stade terminal, vous êtes astreint à un traitement qui vous sauve la vie. Et si c'est la dialyse, c'est 3 fois par semaine, on vous sauve la vie. Et je pense que ça, pour les premiers néphrologues qui ont fait de la dialyse, ça a été un fait assez marquant. Enfin, là, je suis en train de faire de la psychologie de bazar, peut-être, mais ça a été un fait marquant. Ils sauvaient la vie de leurs patients. Et ça, je pense que pour beaucoup de gens, et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, pour beaucoup de néphrologues, de médecins, c'est quelque chose d'encore prégnant. Après tout, de quoi ils se plaignent, ils vivent. Et qu'est-ce que c'est, après tout, enfin, pourquoi améliorer la qualité, enfin, bon, pourquoi ils réclament une qualité de vie, pourquoi est-ce qu'ils veulent aller en vacances, et ainsi de suite. Je dis pas, enfin, c'est pas des choses pensées, c'est pas des choses dites, et heureusement, hein, la plupart des néphrologues ne veulent pas de mal à leurs patients, au contraire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un petit fond de ça qui, je pense, joue un rôle dans certains comportements auxquels on peut avoir affaire. Voilà. Donc maintenant, vous m'avez posé la question des états généraux de Turin. Donc effectivement, ça a été un événement très très fort de la vie de Rénalou et qui a entraîné beaucoup de choses. Ce dont on était très fiers, dont on a été très fiers et dont on est toujours très fiers d'ailleurs, c'est d'être parvenu lors des états généraux du Rhin à rassembler toutes les parties prenantes. Les patients, bien sûr, leurs associations, mais aussi les médecins de toutes les spécialités concernées, les infirmières, tous les paramédicaux concernés, les assistantes sociales, les psychologues, autour d'un thème, de plusieurs thèmes qui étaient finalement faire un état des lieux du traitement de la maladie rénale en France, puis faire des propositions pour essayer d'améliorer tout ça. 10 tables rondes ont eu lieu et ça a couvert tous les sujets, de la prévention de la maladie rénale jusqu'à vieillir avec, en passant par vivre avec, par la dialyse, le meilleur accès à la greffe, etc. Ça a abouti à de nombreuses propositions qui ont été agréées, acceptées par toutes les parties prenantes. Et puis, enfin, il y a eu 3, 4 années, 5 années d'une espèce d'élan avec des choses qui se sont mises en place, et puis ça s'est un peu essoufflé, et il s'est passé effectivement le poil à gratter, à trop gratter certains, et nous avons été mis de côté pour un certain nombre de choses, et je pense que c'est vraiment très dommage, parce que Rénalou ne cherche à gratter personne, ne cherche à léser personne, ne cherche à critiquer personne non plus, mais il y a des choses à améliorer et les états généraux l'avaient prouvé. Et il reste, quand on entend les résultats des enquêtes que nous donne Christian, on se rend bien compte qu'il reste de nombreux problèmes et que peut-être il faudrait refaire, d'ailleurs ça avait été suggéré, j'ai relu un peu quelques documents issus des états généraux avant de venir, et le président de la Société de néphrologie, 2 ou 3 ans après les états généraux, disait peut-être qu'il faudrait refaire des états généraux dans 10 ans pour voir où on en est. Et oui, ce serait bien peut-être. Je ne sais pas si on aura l'énergie de le faire ou si on aurait l'énergie de le faire, mais peut-être que ce serait intéressant, parce que je crois que pas mal de dossiers n'ont pas tant évolué qu'on aurait voulu. Il y avait des objectifs qui avaient été fixés de greffe. Bon, le Covid est passé par là. Mais même avant l'arrivée du Covid, on était plutôt en perte de vitesse et on n'était pas du tout dans les objectifs du plan greffe. Enfin, il y a un certain nombre de choses comme ça qu'il faudrait sans doute rediscuter et revoir. Alors, vous citez ce travail de production de connaissances, vous citez les études qui ont été réalisées par Rénalou, le travail d'enquête. Christian Saoud, du fait de vos fonctions à la HAS, quel regard vous portez sur ces patients qui font une intrusion forte dans le monde de la production de données scientifiques, médicales, à forte valeur ajoutée ?
Bon, c'est pas le fait que je sois à la chaise qui m'autorise à avoir un regard là-dessus, c'est le fait que je m'appelle Christian Saout et que, comme vous, je suis un citoyen de cette ville, de ce pays, et c'est ça qui m'autorise. Moi, ce que j'aime bien dans les États généraux tels que Rénalou a pu les propulser, c'est quand même c'est la forme démocratique par essence. 1789 quand même. Donc voilà, on fait des États généraux, bah, c'est pas exactement pour aller se promener, mignonne, allons voir s'il arrose. C'est pour raconter quand même les vies qui s'agrègent à ce moment-là. Et c'est l'usage d'une formule un peu canonique quand il y a des difficultés. Dans un domaine, dans un champ de la santé, on fait des États généraux. Bernard Kouchner a rappelé l'initiative publique qui avait été celle des États généraux de la santé, mais il y a eu aussi les États généraux de aide à plusieurs reprises, les États généraux de la Ligue contre le cancer. C'est quand même une formule qui nous ramène dans des imaginaires qui sont ceux du croisement des informations, des inquiétudes, le partage des émotions, la construction aussi probablement des protestations. Alors on appelle ça des espoirs ou des attentes quand on veut être bon là, mais c'est quand même de la revendication, des attentes extrêmement fortes. Donc il y a ce travail autour de la recherche parfois d'un consensus, en tout cas repérer dans l'agenda là où sont les problèmes et ce qu'il faut régler. Ça, c'est quelque chose qu'on fait au fond avec de la parole, avec du témoignage, avec des inquiétudes. Puis le deuxième pied sur lequel avance Rénalou et qui me paraît là aussi assez exemplaire, c'est le travail de la donnée. Alors, on l'a beaucoup connu dans la lutte contre le sida parce qu'on avait aussi une épidémie qu'on n'avait jamais autant suivie, ou un phénomène médical, une pathologie qu'on n'avait jamais autant suivie. Donc on avait beaucoup de données. C'était peut-être au fond assez facile de le faire. Et ici, je crois que la mise en place de Moi Patient, la mise en place des différents forums, le recours aux enquêtes, enfin, j'ai l'impression de revoir un peu l'histoire de Aide. Quand je suis devenu président de Aide et qu'on a lancé la première enquête nationale qui s'appelait Un jour donné, où les gens qui venaient dans les locaux de Aide ce jour-là, ils avaient le droit à 3 pages à remplir, et on faisait la somme de toutes les remarques et on les analysait. Voilà. Cette question de l'enquête, de la collecte de données, du travail de la donnée, qui est rendu encore plus facile aujourd'hui avec le numérique, je pense que c'est un enjeu qui est remarquablement relevé par l'association. Et là encore, je pense que ça la distingue de beaucoup d'associations aujourd'hui qui ont du mal à truster ce sujet-là, de la collecte, de l'analyse et de la publication des résultats d'une enquête. Et moi, je trouve ça, ce sont des points extrêmement importants. Et c'est à partir de ces connaissances-là que ça permet d'objectiver un certain nombre de choses. Ça n'enlève rien au drame, ça n'enlève rien aux émotions, mais ça les adosse à des réalités sur lesquelles il est un peu difficile après, dans des bureaux où on est plus au calme, de dire ça n'existe pas. Voilà, parce que c'est quand même aussi comme ça qu'on a pris l'habitude, dans le domaine de la santé, d'établir la réalité des choses. Est-ce que ça se mesure ? Donc ça, c'est très très important, même si on sait qu'on a beaucoup plus de difficultés à mesurer les dimensions sociales, les dimensions sociologiques, les dimensions psychologiques, etc. Il n'empêche que tout ça contribue à la création d'une connaissance sur une maladie, un phénomène, un rapport à la santé. C'est ça, me semble-t-il, qui fait la marque de Rénalou, sa capacité à tutoyer les données et à tutoyer la parole et à les agréger. C'est pour moi un exemple très très important. Alors ce travail d'objectivation des données et de militantisme en même temps, qu'est-ce qu'il a produit comme effet, notamment peut-être sur la question de la greffe, si on a un regard rétrospectif, en quoi ça a permis de favoriser l'accès à la greffe, Alexandre Ertigues? Alors ça, c'est très très difficile de répondre à cette question, mais quand je voyais là le travail restitué par Christian Baudelot tout à l'heure, là, j'étais en fait un peu gagné par un sentiment d'impuissance, parce que d'un côté on avait, il y a un travail quotidien qui est réalisé justement pour recueillir les données, l'impression des patients, la volonté des patients d'être greffés, et qui s'entend évidemment tout à fait, leurs difficultés aussi, parce que semble-t-il que tout le monde n'arrive pas à être entendu. Et d'un autre côté, si on se place on va dire côté soignant, côté transplanteur,
On sait toutes les difficultés qu'il y a à donner accès à la greffe à quelqu'un, et il y a beaucoup de ces difficultés que nous, on ne maîtrise pas du tout. C'est-à-dire, par exemple, le fait que le taux de refus de prélèvement d'un donneur en mort cérébrale soit si haut est quelque chose qui est un problème que moi je ne traite pas du tout dans mon métier, puisque je suis de l'autre côté de la barrière, mais sur lequel on se sent impuissant. Et il y en a d'autres, hein, c'est qu'un exemple. Et en fait, moi j'ai l'impression que le recueil, la mesure de ces données, parce que côté soignant, côté médecin, comme on a une formation scientifique, on ne fait confiance qu'aux choses qui se mesurent. Hein. Et le fait d'avoir ces chiffres qui sont aussi représentés sous la forme de nuages de mots nous rappelle, et je pense que ça fait du bien de l'entendre régulièrement, l'importance du ressenti de ces patients sur la difficulté d'accès à la greffe, puisque finalement, une minorité est greffée. Donc, mon sentiment, il est double. Un, je suis frappé par le nombre et les mots qu'on entend. Et de l'autre, je vous dis, même travailler dans un service de transplantation, j'ai l'impression de travailler pour un tout petit bout du parcours de ces patients et finalement de ne pas avoir la main sur évidemment l'intégralité du parcours, quoi. Alors, ce qu'on voyait également dans le travail d'enquête, c'était toute cette relation entre le malade et le professionnel de santé. Je crois que c'est un sujet qui vous anime beaucoup. François Blot, vous travaillez sur la dimension de la décision partagée qui se situe entre l'expertise académique et le savoir expérientiel du patient. Finalement, où est-ce qu'on en est dans les maladies rénales de cette avancée de la décision partagée en comparaison avec ce qu'on peut observer dans d'autres aires thérapeutiques, en oncologie, en cardiologie par exemple? Alors, la prise de décision partagée, effectivement, c'est probablement pas dans le cadre des maladies rénales qu'on a le plus avancé, mais d'un autre côté, la France n'est pas non plus un modèle dans ce domaine-là comparativement à d'autres pays, le Canada pour ne citer que lui. Et pourtant, Christian, tu l'as rappelé tout à l'heure dans les mots qui venaient, il y avait participer au choix de mes traitements. Et dans la loi de Bernard Kouchner, c'est écrit noir sur blanc, hein, le malade décide avec son médecin de l'option thérapeutique. Enfin, je ne sais plus quelle est la toute fin de la phrase, mais le malade décide avec son médecin. Donc c'est quelque chose qui devrait rentrer beaucoup plus vite et beaucoup plus fort dans les mœurs. Alors la prise de décision partagée, moi, ça fait déjà quelques années soit que je la pratique, comme M. Jourdain faisait de la prose, un petit peu en réanimation, et pourtant c'est des lieux qui ne seraient pas forcément évidents, mais c'est jouable quand même, je peux en témoigner, soit dans le domaine de la cancérologie, où là, il y a des expérimentations ou des travaux réellement qui se font dans la chirurgie du sein, dans le risque cardiovasculaire également, avec les travaux qu'on a menés au hospice, au ministère, on ne faisait pas que manger du saucisson italien. Et en néphrologie, on devrait être dans... C'est quasiment un modèle chimiquement pur, où on devrait pouvoir laisser la place à tout ce processus qui consiste d'une part à établir qu'une décision... Alors, soit on prend greffe et dialyse, soit on prend modalité de dialyse, domicile, centre lourd, etc. Il y a dans tous ces chemins et dans toutes ces décisions qui sont à prendre, de quoi... dérouler le processus classique de la prise de décision partagée. C'est-à-dire dire que déjà une décision est à prendre, ce qui est pas évident, hein, parce que souvent le médecin arrive en disant nous avons en réunion de concertation pluridisciplinaire décidé que. En cancéro, c'est beaucoup comme ça. Donc là, non, nous avons une décision à prendre. Votre expertise, votre savoir expérientiel, vos valeurs et préférences comptent tout autant que ce que moi je vais apporter d'un point de vue scientifique, académique. On n'apporte pas les mêmes choses, mais les deux se complètent.
Il y a les possibilités de traitement A, de traitement B, mais aussi la possibilité qu'on évoque assez rarement de ne pas faire. Ça, c'est des choses qui pourront peut-être être rediscutées après quand on parlera de pertinence des soins et d'autres types de dimensions. Et donc, il y a vraiment, et c'est un travail qu'on a décidé avec Rénalou de mener plus avant, de quoi structurer et formaliser le processus et la création d'outils, parce que ça peut passer également par la création d'outils d'aide à la décision, à destination des personnes malades comme des professionnels. Il y a vraiment du grain à moudre de ce côté-là pour peut-être obtenir une meilleure... alors on sait que la décision partagée, quand le processus a été pris, il y a évidemment d'une part un sentiment d'avoir participé à la décision, ce qui déjà est énorme. Il y a moins de regrets décisionnels après qu'avant ou que si on ne l'a pas fait. Il y a une meilleure adhésion au choix thérapeutique qui a été fait. Bref, il y a moins d'anxiété, dépression. Il y a toute une série d'items qui font que ça devrait être quelque chose de beaucoup plus démocratiquement diffusé. Et on a encore du chemin à faire, mais c'est bien, ça veut dire qu'il y a du taf, quoi. Alors, on voit les avancées sur cette décision partagée. Vous, Sylvie Mercier, vous avez cette double particularité, c'est que vous l'aviez dit en introduction, vous êtes médecin de profession et puis patiente également atteinte d'une maladie rénale. Avec le recul, comment vous voyez, quel est votre regard sur cette évolution de la relation qui était asymétrique, tel que ça a été évoqué, entre le soignant et le malade? J'ai peur que cette relation reste quand même beaucoup trop souvent asymétrique, encore à l'heure actuelle. François en a parlé, finalement, il a raison. Enfin, quand arrivera-t-on à faire en sorte que le malade puisse se prononcer sur son traitement par égalité, un médecin, ça fait au minimum 10 ans d'études. Le malade, il ne peut pas être au fait de tout. Par contre, on peut l'informer suffisamment pour qu'il puisse prendre une décision éclairée, on le sait bien. Et je pense qu'en particulier dans le domaine de la néphrologie, qui est effectivement un modèle où on a des choses bien précises à proposer et qu'on pourrait exposer aux gens, bien souvent, le médecin dit encore, vous, je pense que c'est plutôt ça qu'il faudrait que vous fassiez, parce que c'est ce qui sera adapté à vous, sauf que comment en être sûr, quoi, sans que le patient, lui, ait un peu testé dans sa tête, en tout cas, au moins, les autres propositions disponibles. C'est pas simple, comme... Je pense que les gens ne sont pas encore suffisamment d'ailleurs, ils le disent dans les enquêtes, qu'ils n'ont pas forcément eu toute l'information qu'ils auraient souhaité avoir. Je pense que ce qui est très important pour un malade qui va vivre toute sa vie avec une maladie ensuite, c'est qu'on lui donne les clés pour être autonome vis-à-vis de sa maladie. L'autonomie, c'est primordial. Il y a beaucoup de gens qui font leur dialyse, qui ne comprennent pas forcément pourquoi il faut que ça dure 4 heures, 3 fois par semaine, qui seraient nettement améliorés, y compris dans leur qualité de vie et dans leur santé globale, s'ils comprenaient mieux ce qui se passe, pourquoi on fait ceci et pas cela, pourquoi on va leur faire une durée... Dans les demandes qu'il y a, il y en a une qui m'a frappée, là, du nuage de mots, des réponses aux questions, c'est passer moins de temps en dialyse. À l'heure actuelle, c'est pas tellement possible. Si on veut avoir une bonne qualité de vie, si on veut avoir une santé qui perdure à peu près correcte sur le long terme en dialyse, on ne peut pas raccourcir les séances de dialyse. Pourquoi ? Ça, il faut l'expliquer aux gens. Récemment, j'ai vu sur un réseau social une personne qui avait été mise visiblement en autodialyse sans forcément qu'elle y adhère complètement, et elle se plaignait en disant « mais je fais le travail des infirmières ».
ça doit aller bien plus loin que ça, être en autodialyse et s'autogérer. C'est pas seulement mettre des tuyaux sur une machine et puis faire tourner et remplir le système. C'est aussi se gérer soi, savoir à quoi ça sert, comment il faut que je fasse pour que ça se passe bien, quels sont les résultats qu'il faut que j'obtienne. Et voilà, tout un tas de choses qui font partie de l'éducation thérapeutique, laquelle, du coup, pour cette dame, par exemple, n'a pas été bien faite. Donc il y a encore beaucoup de travail sur ces domaines-là. Merci. Alors je vais passer tout de suite, je crois qu'il y a des réactions sur le chat. Je passe la parole à Magali. C'est bon ? Oui, on a quelques réactions sur le chat, puisque les participants à distance ont la possibilité de publier donc des commentaires sur le chat. Peut-être la première chose que je voulais rapporter, c'est que beaucoup de personnes se reconnaissent dans la restitution des résultats qui a été présentée par Christian. Effectivement, le besoin de soutien psychologique a été souligné. Également, les mots qui ont été rapportés par Christian semblent faire écho à l'expérience de certaines personnes qui participent à cette conférence, donc je voulais le signaler. Et puis une question en particulier pour vous, professeur Hertig, puisque vous avez évoqué le taux de refus. Effectivement, votre sentiment d'impuissance face à ces taux qui peuvent être amenés à augmenter d'ailleurs, qui sont d'ailleurs assez inégaux entre les régions. Est-ce que vous avez tenté des choses pour essayer d'y remédier ? Est-ce que déjà vous savez analyser ce fort taux de refus ? Et est-ce que vous voyez des solutions pour le faire baisser ? Alors, pour donner un chiffre, hein, le taux de refus en France, il est de l'ordre de 30%. C'est-à-dire qu'il y a 30% des familles, et dans certaines régions, 50%. Donc, il y a 30% des familles ou des proches d'un patient en mort cérébrale, en réanimation, qui, la plupart du temps, parce qu'ils ne savent pas ce que souhaitait le défunt, dont le cœur bat encore, mais dont le cerveau est plus perfusé, s'opposent au prélèvement. À un moment qui est évidemment très difficile, hein, parce que la mort du patient est annoncée, c'est une mort cérébrale, ce qui est quand même un peu complexe. Et donc, en réalité, ce qu'on observe, c'est 30%. Donc, c'est énorme. C'est beaucoup de greffes en moins. Probablement, si on arrive à faire passer de 30 à 0, on peut rêver ce taux de refus, on résout beaucoup de problèmes. Alors, comment essayer de le faire baisser ? Moi, étant côté plutôt greffe que prélèvement, on va dire, ma seule action, c'est à chaque fois que je donne un enseignement à des élèves en médecine, des élèves sages-femmes, des élèves infirmières ou infirmiers, etc., c'est de terminer le cours en disant, voilà, qui ici a déjà dit à ses proches, on s'adresse en général du coup à des gens qui ont une vingtaine d'années ou 20-25 ans, hein, qui ici a déjà informé ses proches entre la poire et le fromage, qu'au cas où il passait en mort cérébrale, il souhaitait donner ou pas donner, hein, d'ailleurs, parce que moi je ne juge pas, il y a probablement des gens qui ne veulent pas donner et qui ont des bonnes raisons pour ça, mais en fait il y a toujours sur 50 personnes, il y a une main qui se lève, parfois 2, parfois 0, ce qui veut dire que probablement un moyen de faire baisser ce taux de refus, qui serait très très efficace encore une fois, pour donner accès à ce traitement de l'insuffisance rénale terminale, ce serait que dans chaque foyer, chaque couple, à un moment donné, la question soit abordée, ce qui n'est pas évident, hein, parce que c'est un sujet un petit peu morbide, mais je pense que ce serait très important. Alors pour que cette conversation ait lieu, il faut autre chose, évidemment, enfin quelque chose d'une autre échelle que quelques enseignants qui en cours disent au fait, dites à votre mère, à votre conjoint ce que vous souhaitez. Donc je pense que ça passe par des campagnes d'information efficaces, qui est probablement très difficile, hein, parce que la communication, c'est pas du tout mon métier. Mais je pense que plus on dira à la population, plus on l'incitera à dire à ses proches ce qu'il souhaiterait si ce malheur arrivait, plus on comblerait le déficit, quoi.
Peut-être non, pour prolonger, et je me fais l'écho des questions qui sont posées sur le chat, mais existe-t-il des enquêtes justement qui permettent d'essayer d'approcher les vraies raisons de ces refus qui sont les plus souvent, et c'est rappelé dans le chat, exprimés par les familles en fait, est-ce qu'il y a des analyses qui permettent justement d'identifier les leviers sur lesquels nous pourrions travailler pour faire baisser ce taux de refus? Alors oui, il y en a, puisque c'est un des axes stratégiques notamment de l'Agence de la biomédecine, hein. Par contre, là, aujourd'hui, je ne suis pas compétent pour restituer les résultats. Je ne sais pas si quelqu'un le peut. Moi, je vais dire des bêtises, donc je préfère me taire. Réagir peut-être. Oui, moi, avant d'être en réanimation oncologique, j'étais en réanimation générale, et donc j'étais du côté de ceux qui proposaient, enfin qui étaient en situation d'avoir à proposer un don d'organes à une famille. Quand on en est à ce stade-là, c'est déjà trop tard. C'est comme pour les directives anticipées quand on arrive à l'hôpital. Le travail doit être, c'est un travail d'éducation et un travail citoyen qui doit être entrepris très très en amont, c'est-à-dire et parler depuis même tout jeune de la mort et parler de l'organe que l'on donnera éventuellement le jour où il nous arrive quelque chose. Or, pour avoir été parent d'élèves et avoir proposé qu'on mette ça à un sujet de travail à des 5e ou 6e, 4e, je me suis fait retoquer alors que les élèves étaient demandeurs. Et je pense qu'il y a probablement un travail de fond à faire depuis qu'on est tout petit sur la citoyenneté et le fait qu'on fait partie d'un tout. Et quand on arrive en pleine douleur et que rien n'a été préparé en réa avec un parent ou un époux en situation de mort cérébrale, il est déjà bien tard pour faire le boulot, quoi. Alors, ce sujet est assez connexe. Vous travaillez sur la fin de vie des personnes en dialyse. Dans quelle mesure ces réflexions-là peuvent servir aussi d'autres aires thérapeutiques, d'autres malades, notamment en ce qui concerne et ce qui touche l'autonomie du patient de façon générale? Et il n'y avait plus de questions à SVP 1111 ? Dans la salle. Alors, on peut faire tourner des micros. Bonjour, Florent Juseau, moi je suis économiste de la santé. Juste pour répondre à votre question, on avait fait des travaux il y a quelques années avec l'Espagne, à l'Institut de recherche et documentation d'économie de la santé. Je pense notamment à cette enquête où on s'était interrogé sur les dons d'organes et sur les dons de sang. Et en fait, on avait trouvé des résultats un peu similaires à ce qu'on a trouvé récemment sur la vaccination et qui renvoie à être propos. C'était très corrélé au niveau de confiance globalement dans la société, dans les institutions, des mesures qu'on pouvait avoir d'altruisme en général. Et il me semble qu'une des différences qu'on a avec l'Espagne, notamment la Catalogne, c'est qu'il y a une politique de santé publique très marquée. On est habitué à gérer la santé d'une population et non pas simplement une relation individuelle entre un soignant et un soigné. Et donc, du coup, l'idée du collectif dans le soin et de soigner une population est sans doute mieux intégrée, que ce soit par les soignants, par les malades. Et donc, effectivement, il y a un travail à faire là-dessus. Oui, je suis Philippe Barrier, je serai le grand témoin tout à l'heure. Et je dois dire que je reprendrai cette question parce que elle est cruciale et qu'il y a un énorme problème de compréhension, d'interprétation de la loi et d'abord de méconnaissance globale dans la population. Et pour reprendre ce que vous avez dit, en parler, est-ce que parmi nous, qui sommes des gens concernés, moi je suis transplanté, est-ce qu'on en a parlé? J'en ai même pas parlé à mes enfants. Donc je pense que la solution ne vient pas de là, vient pas de la bonne volonté, et vient même pas d'une disposition morale. On n'a pas à demander aux gens à être généreux. C'est un problème social, politique, pour lequel, à mon sens, il y a des solutions. Et une politique à faire, qui pour le moment n'est pas faite. Alors j'esquisserai quelques, je ne prétends pas avoir un miracle, mais quelques possibilités pour débloquer un peu cette situation, qui est catastrophique, évidemment. Alors, je crois qu'il y a d'autres réactions. Oui, pardon. Pardon. Vous voulez...
Je suis là, pardon. Excusez-moi, j'étais caché. Bonjour, là. C'est moi, pardon, bonjour. Bonjour, je suis David Hertz, je suis le directeur de la communication de l'Agence de la biomédecine. Donc, je voulais peut-être donner quelques... Voilà, que je me suis permis de demander le micro pour ça. Donc, effectivement, il y a des enquêtes qui sont menées pour comprendre les motivations de l'opposition. Clairement, ce qui est le plus favorable pour faciliter la non-opposition des familles, c'est qu'on en ait parlé. Ça, vous l'avez bien dit, c'est vraiment le levier à activer. C'est-à-dire que si l'échange a eu lieu, si la parole est donnée, et relativement récemment, puisqu'on peut changer, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Après, le taux d'opposition, on voit qu'il est aussi indexé, je dirais qu'on va retrouver un petit peu les inégalités sociales de santé, c'est-à-dire que plus les gens sont éloignés du système de soins, plus le taux d'opposition augmente, très clairement. C'est-à-dire que la connaissance des enjeux de santé, la connaissance de la finalité, la connaissance des enjeux de la greffe font qu'on a moins d'opposition que quand les gens sont plus éloignés de ces questions-là. C'est vrai aussi qu'on retrouve dans les analyses qualitatives qu'on peut faire sur les gens qui ne sont pas favorables au don d'organes, notamment si on regarde aussi les gens, la motivation pour s'inscrire au registre du refus, ce qui est encore autre chose. Ça, c'est vraiment les gens qui ont fait la démarche. Mais on va retrouver là aussi un gradient social de gens qui disent en fait, moi, j'ai tout donné à cette société, donc mes organes, je les garde. Oui, quelque chose un petit peu de l'impression d'avoir, d'être un peu, que c'est un petit peu tout à sens unique, je dirais, dans le rapport à la société. Et donc effectivement, ce qui est utilisé principalement pour faire reculer ce taux d'opposition, c'est la communication, c'est le fait d'inciter les gens à parler. Maintenant, comme vous l'avez dit, c'est difficile à faire. Bon, déjà, on a vu que l'injonction à en parler ne fonctionne pas, c'est-à-dire passer des campagnes qui disent aux gens parlez-en. En fait, ça ne fait pas bouger cet indicateur-là. Donc, il faut trouver d'autres leviers pour inciter à en parler. On connaît bien ça en communication. C'est comme les campagnes sur le tabac, c'est pas parce qu'on dit aux gens d'arrêter de fumer, qu'ils arrêtent de fumer. Voilà. Là, c'est un peu pareil. Et donc, ces leviers-là, qui sont un peu des billards à trois bandes, qui vont être de jouer, du coup, de manière différenciée selon les personnes auxquelles on s'adresse sur une forme d'engagement social, ou bien une forme de responsabilité, ou bien de respect des autres, de ceux qui restent. Enfin voilà, on va différencier la communication. C'est des choses qu'on fait en utilisant les réseaux sociaux et en n'utilisant pas forcément les mêmes arguments pour inviter à en parler selon les publics auxquels on s'adresse. Et donc, du coup, vous le disiez aussi, on retrouve un petit peu finalement dans la même situation que vous, c'est-à-dire un travail de dentelle très affinitaire. Alors, vous parlez des étudiants, nous aussi, on a des campagnes qui sont très ciblées sur les jeunes, des campagnes qui sont plus ciblées sur les personnes âgées, des campagnes qui sont plus ciblées sur des gens qui sont dans l'entourage de personnes malades, etc. Un des objectifs là qui est aussi fixé, c'est de majorer la mobilisation au moment du 22 juin. Et une des choses sur lesquelles on va travailler désormais, ça va être de décider qu'il y a un jour dans l'année où on en parle. C'est un des axes de communication qu'on va explorer à partir de cette année à l'Agence de la biomédecine. Cette année, il y a une très très grosse mobilisation avec le ruban vert. Vous avez vu que toutes les chaînes de télé, vous avez sans doute vu que toutes les chaînes de télé ont affiché le ruban vert toute la journée du 22 juin. On avait acheté des mots-clés sur Google pour que quand les gens cherchent c'est quoi le ruban vert, ils aillent vers des sites qui les incitent à en parler. Donc vous voyez comme c'est aussi un peu un travail en dentelle qu'on fait là. Et donc l'idée c'est peut-être d'aller demain vers des campagnes qui disent voilà, c'est le 22 juin, on en parle. Maintenant, c'est très multifactoriel, puisque même quand on a délivré le message, le fait que les gens passent à l'acte, c'est-à-dire en parlent, voilà, c'est une communication dont on est un peu incapable de mesurer l'effectivité sur les comportements. Et donc, voilà, il y a aussi très probablement un climat social plus ou moins anxiogène qui fait que les gens sont plus ou moins enclins à en parler. Une anecdote, mais qui n'en est pas tout à fait une, il n'y a jamais eu autant de personnes qui se sont inscrites sur le registre du refus qu'au cours du week-end des convois de la liberté, par exemple. Et donc, voilà, il y a aussi une forme de manifestation, de rejet, d'une forme de solidarité par certains groupes de population qui rend difficile d'agir, encore une fois, sur les comportements. Voilà, pardon, j'étais un peu bavard, mais c'était pour donner quelques clés de réponse. Merci beaucoup. Une dernière remarque dans la salle sur ces questions des causes de l'opposition au don d'organes, ou bien des leviers pour le favoriser. Oui, moi je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Florence, parce que je crois que vraiment cette question elle est centrale, c'est la perception de l'intérêt général par une communauté qui est la nôtre, et que probablement ça fait 40 ans, 50 ans qu'on vit tous autour de cette idée qu'on va se réaliser nous-mêmes pour le meilleur de ce qui peut nous arriver, ce que nous avons tous fait dans cette salle, mais au fond nous avons oublié que la société c'est aussi des interdépendances. Et que cette question-là, elle est essentielle, c'est qu'est-ce qui fait communauté, qu'est-ce qui fait nation, qu'est-ce qui nous lie. Et ça, c'est un sujet qu'on a assez abandonné. Enfin,
Alors avec le contraste probablement, c'est que la jeune Espagne, enfin post-franquiste, est capable de remettre l'intérêt général en scène, et que nous, qui sommes une vieille société qui a mis l'intérêt général depuis très longtemps dans son bagage intellectuel et moral, a beaucoup plus de mal à le faire parce qu'elle reste aveuglée par la réussite individuelle, le succès individuel, au mépris de l'aventure collective. Donc, et ça, quand même, c'est un des éléments qui me semble important dans les combats qu'on a gagnés, c'est qu'on les a gagnés aussi quand les politiques ont rejoint la société. Ça marche assez bien. Vous savez, ça marche très très bien. Regardez la loi du 4 mars 2002. Bien sûr, il y avait de la colère associative depuis 20 ans, mais il y a eu le courage d'un processus politique qui était les États généraux de la santé. Je me souviens qu'après, en 2004, on a réussi à inscrire la réduction des risques face à l'usage de drogue dans la loi de 2004, après 12 ans de combats et de front interassociatif depuis 1992 avec le collectif Limiter la casse. Donc, quand il y a des batailles structurées, bien organisées, avec leur part protestataire qui est indispensable, et que de l'autre côté, on a une puissance publique qui a un truc qui s'appelle un peu le courage, bah ça marche assez bien. Et on s'en sort. Mais c'est ça qui nous manque aussi, c'est cette idée de, bah oui, qu'il y a des choses qui se disent dans la société et qu'il faut savoir les reprendre la balle au bond dans le camp de la responsabilité publique. Et ça renvoie à cette question très préoccupante de comment on construit un plaidoyer. Et effectivement, ça paraît parfois, d'ailleurs, quand on est responsable d'une association, pour les volontaires ou les militants qui sont sur le terrain, ils disent « mais vous n'êtes pas sur le terrain ». Oui, mais le terrain des autres, c'est le plaidoyer, c'est le lobby, c'est les couloirs de l'Assemblée, c'est les couloirs du Sénat, c'est les couloirs des ministères, chacun son terrain, mais voilà, c'est aussi une bataille qui est à mener et qu'on mène assez bien si elle est liée entre ce qui se fait sur le terrain, les chiffres qu'on est capable d'en ressortir, les témoignages qu'on est capable d'en ressortir pour alimenter le plaidoyer. Moi, c'est ça aussi qui fait la fierté d'une aventure associative comme celle de Rénalou. C'est ce qui se dit sur les réseaux, c'est ce qui se dit dans les forums et qu'on est capable d'agréger et de mettre en forme de bataille. C'est vraiment quelque chose qui est déterminant et essentiel. Mais merci vraiment, Florence, d'avoir remis cette question de l'intérêt général sur le devant de la scène et de l'aventure collective, parce que c'est vraiment déterminant dans une bataille comme celle-là. Des réactions sur ce sujet. Est-ce que finalement, les temps qu'on traverse sont propices à la mobilisation, au militantisme, à l'imagination, ou est-ce que, au contraire, après cette crise du Covid, on est dans une société un peu pétrifiée qui peine à trouver ses combats? Est-ce qu'il y a Sylvie Mercier, vous voulez réagir, Christian? Non, moi je trouve que c'est plus dur. Hein. Honnêtement, moi j'ai connu je ne sais pas si c'était le pire du pire, mais la lutte contre le sida sans les traitements, c'était franchement pas... On rigolait pas tous les jours. Hein. Donc voilà, simplement... et puis, la communication n'était pas la même. Aujourd'hui, on est dans une société de la communication numérique où c'est la concurrence entre les hashtags, plus tueur que moi, tu meurs. Donc il faut être premier sur la com, etc. etc. Et c'est vraiment pas simple du tout. Je pense que les générations d'aujourd'hui ou les populations d'aujourd'hui confrontées à une problématique de santé publique, regardez comme ça a été difficile dans l'information sur le Covid-19 de trouver les bons termes pour communiquer, pour convaincre, pour avancer sur un certain nombre de choses. Donc je pense que, moi j'ai le sentiment que c'est plus dur, mais peut-être parce que j'ai vieilli, que je suis un peu amorti, mais je trouve que c'est plus dur, ouais. Je trouve que c'est plus difficile. Je ne sais pas ce qu'en pense Sylvie, qui est aussi jeune que moi. Je ne sais pas si c'est plus dur. Moi, il y a des choses qui me poussent à un certain optimisme dans la société. C'est toutes ces... Alors, c'est pas la santé, hein, mais tous ces gens qui essayent de sortir un peu du cadre habituel, qui font des choses, qui sortent du cadre, en particulier dans les jeunes générations. Donc, je ne suis pas complètement désespérée pour le futur. Enfin, j'essaye de ne pas l'être. Et on le voit, Ah oui. Bonsoir. Donc, bonjour, je suis Thomas Sagnet de l'Association française des hémophiles. Bon anniversaire, Rénalou. Moi, j'avais une question pour vous, parce que il y a un des éléments, c'est... On voit des personnes concernées par une maladie rénale et des professionnels qui s'en occupent ensemble sur le même
sur la même estrade, et je pensais à ce qui s'est passé pour les maladies rares, où il y a eu des plans qui ont en particulier organisé la gouvernance partagée entre mouvements associatifs et professionnels de santé. Et je me disais que ce modèle, qui est un modèle au fond qui avance, hein, qui s'améliore d'année en année, est un modèle assez intéressant sur aider les professionnels au fond à comprendre la perspective à la fois individuelle, mais aussi la perspective collective. À comprendre qu'un plaidoyer, le plaidoyer des patients n'est pas forcément contre eux et ne doit pas se vivre contre eux, mais constitue bien, au fond, la capacité de mouvement associatif, comme l'a dit très bien Christian, de réunir, identifier, mettre en avant des préoccupations individuelles et en faire la somme pour qu'elles deviennent collectives. Et donc, je me disais, est-ce que ce modèle-là, à un moment où les enjeux que défend Renalou parlent à beaucoup de mouvements associatifs, mais en particulier en termes de l'accès du meilleur soin, l'accès de la meilleure qualité dans les soins, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible, envisageable, au moment où on fête, au fond, les 20 ans de démocratie dans le champ des maladies rénales, et est-ce que ça constitue une perspective pour vous? Voilà. Allez-y, et puis peut-être ensuite les professionnels de santé, parce que j'entendais... Mais comment c'est... Enfin, je crois que Renalou a fait savoir souvent que nous ne demandions que ça. Le problème, c'est que c'est très difficile... Clairement, on a un gros problème de communication avec la Société de néphrologie, allez, disons-le franchement, et que pour l'instant, c'est impossible. On a une fin de non-recevoir à chaque fois que nous demandons de travailler en coopération, de faire des choses avec la Société de néphrologie. Renalou n'est même pas cité comme association de malades sur le site de la Société de néphrologie. Je mets les pieds dans le plat, ça va peut-être éclabousser, mais voilà, les choses sont telles. Or, nous avons travaillé ensemble il y a 10 ans pour les États généraux du Rhin. Il y a eu quelques articles qui ont été mis... dès qu'un article met en cause quelque chose signé par qui que ce soit, Renalou est dans le coup et Renalou en est responsable. Donc, à chaque fois, on a un recul en face, alors que nous, ce que nous cherchons, c'est à aider les malades à améliorer leur vie, leur prise en charge, leur qualité de vie, et on ne cherche pas à faire polémique, et on n'attaque personne. Surtout quand on n'écrit pas l'article. J'entendais deux choses dans votre remarque. Il y avait à la fois la question de la relation entre les professionnels et les patients, et puis j'entendais aussi la notion de construction de grands plans de santé publique qui pouvaient justement être réalisés par l'association de ces patients et de ces professionnels. Sur ces deux aspects, peut-être vos réactions aussi, Alexandre Hertig et François Blot. Peut-être commençons sur la question que vous soulevez sur les relations avec les sociétés savantes. Juste sur le grand plan de santé publique, mais après les États généraux du Rhin, c'est ce qui aurait dû se produire finalement, qui a un peu commencé, mais qui s'est arrêté en cours de route. Relations représentants de patients, sociétés savantes, on voit que dans d'autres aires thérapeutiques, ça marche plus facilement, en oncologie, en cardiologie, dans la douleur, dans les maladies respiratoires. Pourquoi c'est si dur en néphrologie ? Alors bon, c'est difficile de répondre à ça. Ce que je peux dire, c'est un fait, c'est qu'effectivement, la relation entre l'association Renalou et la Société savante de néphrologie est très conflictuelle, très dure. C'est même dur à un point qui est étonnant et qui, pour moi, est quelque chose qu'il faut absolument corriger. Moi, peux juste faire deux choses. Un, témoigner par les travaux que j'ai pu accompagner ou aider à ma mesure, encore une fois, du professionnalisme et de la bienveillance
de l'association, c'est-à-dire que j'ai toujours vu la volonté de collecter des données, de communiquer des données auprès des soignants, et je n'ai jamais rien vu même si encore une fois, les textes remuent, hein, c'est quand on met les pieds dans le plat, encore une fois, forcément, ça, même moi, en voyant tout à l'heure les mots, le verbatim des patients que Christian citait, comme soignant, je me sentais, je dirais pas attaqué, je dirais peut-être un peu blessé, en me disant, est-ce qu'on a fait des erreurs comme ça? On entend aussi au passage des choses qui sont scandaleuses, hein, quand quelqu'un est appelé la nuit pour être greffé, et qu'on lui dit « Ah, bah finalement, non, vous n'êtes pas en dialyse, c'est pas vous », ça, c'est juste inadmissible. Hein. Donc, il y a des choses beaucoup d'autres choses qui sont beaucoup plus mesurées qu'on reçoit comme soignant. Et là, je pense que l'action de Rénalou est indispensable. Et moi, je peux témoigner du fait que Rénalou n'a pas de volonté de détruire la société de néphrologie, quoi. Et c'est ce que j'essaye de communiquer. Non, mais je le dis parce que quand on est de l'autre côté, c'est-à-dire dans la société de néphrologie, on entend des choses très violentes, avec des mots inhabituels. Alors, l'autre chose que je peux faire, à part témoigner de l'esprit de Rénalou, association pugnace, mais à mon avis dans son droit et qui travaille très bien, l'autre chose qu'on peut faire, c'est infiltrer la société savante, et à force que la société soit infiltrée par des gens qui souhaitent, comme ça a été proposé, que les liens avec les associations de patients en général, hein, Rénalou en particulier, parce que le lien est vraiment, on peut même dire rompu, hein, voilà. Mais à force que le nombre de gens plutôt très très favorables à la participation maximum des associations de patients augmente dans les instances de la société de néphro, je pense qu'on y arrivera, vraiment. Hein. Mais ça ne va pas se faire en 2 jours. Hein. Une remarque. Jean-François Elfrécy, merci pour la table ronde, merci à Rénalou pour ce travail superbe, hein, que vous faites depuis plusieurs années, que j'ai encore plus découvert au cours des 3 dernières années de Covid. 2 remarques, moi, d'un médecin un peu vieillissant qui a connu le démarrage du VIH. Le premier point, c'est que ce qui arrive entre Rénalou et la Société française de néphro, on l'a connu, hein. On l'a connu tout à fait au début du VIH avec le milieu associatif. Les relations avec ACT UP et la recherche, les relations avec AID à une période ont été extrêmement difficiles. Et c'est logique, Michel Foucault l'a très bien expliqué. Et c'est logique. Il y a une sorte de pouvoir médical qui doit être, à un moment donné, nuancé, partagé, qui n'est pas spontanément donné à l'ensemble des médecins. Il n'y a aucune éducation dans ce sens. Donc, et après, on a construit ensemble. Et c'est quand on a construit ensemble qu'on a d'ailleurs gagné. Ma deuxième remarque, elle est plus... Parce que vous allez vous en sortir de ce premier point. Ma deuxième remarque, elle est plus lourde parce que elle va tous, alors qu'on est assez militants de démocratie en santé, que la France a eu des hauts et des bas dans la démocratie en santé, mais finalement peut-être plus de hauts que de bas. On est à un moment difficile parce que la démocratie en santé, c'est au moins un triangle. Un triangle entre le politique, les usagers de santé et les professionnels de santé. Et il faut que les 3 côtés du triangle tiennent. Et on a eu pendant longtemps peur que le côté du triangle autour des usagers de santé était le plus fragile. Et il reste fragile. Mais il y a un autre point du triangle qui est en train de s'effondrer en ce moment, c'est les professionnels de santé. Et le temps, la notion du temps passé, de l'humanité, et pas seulement de l'aspect technique, et donc de tout ce qu'on a entendu dans l'enquête, l'aspect relationnel, pouvoir discuter, c'est complètement effacé au cours des dernières années. Et donc, voilà, je comprends à la fois, et je partage complètement le caractère très putschy de Rénalou, et inversement, attention, je dis, parce que dans ce triangle de démocratie en santé, le point fragile, pour les 2 ou 3 années qui viennent, vont être ce modèle général des professionnels de santé. Et par professionnels de santé, je ne pense pas qu'aux médecins. Hein. Je pense essentiellement aux autres personnes que les médecins. Donc il faut absolument qu'on trouve aussi à réunir ces 2 côtés du triangle pour pouvoir pousser
le message vis-à-vis du sauvé qui décide et qui est le politique. Il ne faut pas se tromper non plus de qui on doit interpeller, interroger. François Blot, sur cette question... Non, juste pour rebondir là-dessus, est-ce que ce n'est pas le moment, plus que jamais, d'insister sur le fait que la relation bien sentie et approfondie entre les personnes malades, et donc le milieu associatif entre autres, et les professionnels, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que on est en crise majeure, effectivement, de capacité à faire les soins, etc. On n'est plus assez nombreux, enfin, l'offre de soins est en péril. Mais attention à ne pas rentrer dans une fuite en avant ou de ne pas la poursuivre, du toujours plus de thérapeutique au motif que la technique nous en donne le pouvoir, alors que très souvent les patients nous aident à remettre l'église au milieu du village et de dire ça, probablement, on peut ne pas faire, on peut le décider ensemble. Donc il y a probablement, c'est à mon avis le moment ou jamais où il faut investir du temps de discussion, d'échange et de décision partagée. J'en reviens à mon... alors je suis dans le micro, là je ne suis pas effectivement dans le méso, dans le macro, dans le politique, mais pour ce temps investi au départ, il y a immensément de temps récupéré ensuite, d'économie émotionnelle du côté des patients et des professionnels, et probablement même d'économie financière et d'organisation de soins. Voilà, je plaide pour qu'on ne lâche pas que le pitbull ne lâche pas le mollet en ce moment, parce que c'est plus que jamais le moment de garder du sens aux soins, et probablement on économisera des soins inutiles. Garder du sens aux soins, je crois que ça pourrait être le mot de conclusion de cette table ronde. Il nous reste quelques minutes, donc des dernières interventions. Monsieur, vous voulez intervenir? Attends, on va dans le micro, voilà. Sur l'intervention de M. Delfraissy, je suis d'accord avec lui, je crois, je le défends depuis toujours, il y a un trépied. Effectivement, le malade, les professionnels de santé et les pouvoirs publics, au total, disons, la sécurité sociale et les pouvoirs publics. À condition, une chose essentielle, c'est que les trois soient reconnus avec la même valeur. Ce qui n'est pas le cas en général. Le malade est toujours l'élément que l'on met à côté. Il est au centre, soi-disant. Ce n'est pas du tout ça qu'on demande. On ne demande pas à être au centre, on demande l'égalité entre les trois piliers. Et à ce moment-là, on peut discuter ensemble, alors qu'autrement, on ne peut pas discuter. Une dernière réaction sur ce triptyque collectivité, professionnelle et soignant. Je sais qu'on pourra en parler des heures. Personne ne soit frustré si quelqu'un a quelque chose qui le brûle. Je vous propose qu'on puisse clore dans ce cas cette première table ronde. Je crois qu'il y a une intervention juste après. Merci beaucoup aux intervenants.